Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures sur le thème du fantastique et comme vous allez pouvoir le constater, je n'ai pas chômé ces derniers jours, autant vous dire on a du pain sur la planche. J'ai décidé de diviser cette vidéo comme je le faisais précédemment, c'est-à-dire de vous présenter dans un premier temps les shoujo puis les shonen et de conclure par les seinen. Il y a un petit peu de tout, vous allez le voir, il y a des nouvelles séries, des suites de séries et même une série entière. Je commence sans attendre pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps avec un shoujo des éditions Akata. Il s'agit de Zombie Cherry de Shoko Konami. Ce n'est pas du tout une nouveauté 2018 puisque ce titre est paru en France entre 2016 et 2017. Je vous l'ai déjà, il me semble, présenté sur ma chaîne. Alors au moins le premier tome, les tomes 2 et 3, je n'en suis plus du tout sûre. Néanmoins, c'est une relecture pour moi. C'est très rare que je prenne le temps de relire des séries que j'ai lues en plus intégralement. Mais vraiment ça avait été un tel coup de cœur et puis la période de l'année s'y prêtait bien. Donc Shoko Konami, c'est la mangaka à laquelle on doit la série Shinobi Life que je n'ai pas lu, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu de votre côté Shinobi Life ou même Zombie Cherry, est-ce que vous en avez pensé. Au niveau des thèmes abordés résumés par Akata, on a comédie, romance, horreur. C'est un manga qui est vendu comme étant dans le registre de la comédie et du fantastique et c'était vraiment pour moi une petite pépite shoujo qui je pense peut réconcilier pas mal de monde avec les shoujo. Moi la première, c'est le genre de titre que je ne lis plus trop. Vous allez le voir par la suite, j'ai d'autres shoujo à vous présenter dans cette vidéo. Autant vous dire que je ne suis actuellement pas du tout crédible, mais ce titre là ça se lit tout seul, c'est des barres de rire assurées et en même temps ça va vous tenir en suspense jusqu'à la fin du troisième tome. Donc au niveau de l'histoire, on va s'intéresser à une lycéenne toute banale du nom de Miyu qui se passionne pour tout ce qui touche au domaine de l'horreur, les films d'horreur, les romans d'horreur, etc. C'est son délire. Elle a un meilleur ami qui est secrètement amoureux d'elle et qu'elle ne va pas cesser de friendzoner en 3 tomes et c'est vraiment déplorable pour lui puisque le mec il met de la bonne volonté mais il est complètement friendzoné depuis le départ. Et en fait le truc c'est que Miyu est amoureuse du beau Tono, le beau brun ténébreux que toutes les filles s'arrachent et que lui repousse sans cesse, qui se passionne aussi pour tout ce qui touche au domaine de l'horreur et c'est ce truc là qui va bien évidemment les rapprocher. Il va proposer à Miyu un semblant de rendez-vous, ce qu'elle va prendre pour un rendez-vous, il va faire sa déclaration alors que pas du tout, mais le truc c'est que le jour du rendez-vous où ils doivent aller au cinéma, et bien Miyu est tombée franchement malade et elle ne peut pas du tout s'y rendre, mais fort heureusement pour elle, son meilleur ami a créé depuis déjà un petit moment une potion qu'il appelle la Cherry Soup, qui est tout bonnement une boisson énergisante puissance 1000 puisqu'il suffit d'en prendre quelques gouttes pour avoir la patate. Miyu est tellement au bout du rouleau qu'elle va prendre la très mauvaise décision de vider tout le flacon de Cherry Soup cul sec. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir une forme olympique pendant quelques secondes, elle va se rendre à son rendez-vous, foncer tête baissée, se prendre le premier poteau en pleine poire et mourir bêtement sur le coup. Fort heureusement pour elle, la Cherry Soup va la maintenir en vie, mais vous l'aurez compris, sous une forme de zombie. Le souci pour Miyu maintenant qui se pose, c'est déjà de ne pas dévoiler ce secret à tout le monde parce que c'est un petit peu fâcheux de se retrouver sous une forme de zombie qui est susceptible de mourir à un moment donné puisque son état de zombie n'est que transitoire le temps qu'agisse la Cherry Soup. Mais surtout le plus gros problème pour Miyu, c'est que le seul truc au monde que Tono déteste par-dessus tout, c'est bien les zombies. Et le mec a une raison. Mais alors, comme ça, pour expliquer le pourquoi du comment, à la moindre vue d'un zombie dans un film ou quoi que ce soit, il tourne de l'œil. Voilà, on pourrait dire que c'est juste un mec un petit peu sensible. Non, vraiment, quand il y a l'explication de pourquoi les zombies, ça le fait pas, on ne peut qu'être du côté de Tono, se dire non mais mec, je suis complètement d'accord avec toi pour le coup. Donc c'est vraiment un manga, vous l'aurez compris, sur le registre de la comédie avec lequel vous allez beaucoup rire. Miyu, elle est mais d'une franchise pas possible et en même temps d'une naïveté incroyable, comme pas mal d'héroïnes de shoujo finalement, mais elle s'en a un stade où les filles essayent de lui en faire voir des vertes et des pas mûres parce que tout le monde est jaloux, enfin toutes les filles sont jalouses d'elle puisque Tono reste beaucoup avec elle puisqu'ils ont voilà un truc, un sujet commun duquel ils peuvent parler, tout le monde pense qu'ils sont ensemble et du coup les filles essayent de lui pourrir sa vie, mais elle est tellement
sur une autre planète, qu'elle ne s'en rend absolument pas compte, et c'est à mourir de rire. Elle se fout toujours dans des situations pas possibles, sous sa forme de zombie, bien évidemment, il va y en arriver des choses, genre le bras coupé, la tête qui tombe, bref, des conneries comme ça. On a le meilleur ami qui est vraiment une tête, hein, mine de rien, puisque le gars a quand même créé une espèce de boisson énergisante qui permet de braver la mort, donc quand même, juste ça. Qui a un caractère, lui, pas évident, c'est plutôt le mec pas du tout populaire pour le coup, qui est quand même pas mal et qui, on voit qu'il tient sincèrement à elle et qu'il la connaît depuis la plus tendre enfance. Ils sont voisins, en plus ça donne lieu à des situations assez fun. Tono, c'est le beau brun avec ce fameux secret du pourquoi, du comment, les zombies, il supporte pas ça. C'est un mec qui peut paraître assez froid, qui va repousser absolument toutes les nanas qui vont lui faire une déclaration, même la fille la plus populaire du lycée, qui est donc notre 4e personnage principal, qui elle aussi a un foutu secret que tu ne vois pas du tout venir. Sincèrement, pour celles et ceux qui ont lu cette série, dites-moi si vous aviez vu venir le secret de Tono et le secret de la rivale, meilleure ennemie dès le départ de Miyu. Parce que franchement, quand leurs secrets sont révélés, tu as envie de dire, pour une fois c'est original, ça change un petit peu du genre de secrets qui sont les 3/4 du temps révélés dans les shoujo. Donc c'est un titre, autant vous le dire, avec lequel vous allez beaucoup rigoler et en même temps être tenu en haleine parce que, comme je l'ai dit, l'état de Miyu est un état transitoire et finalement elle ne pourra pas tout le temps rester un zombie. Il faut en même temps qu'elle cache cette situation aux autres personnes de son entourage, tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez fun au niveau des planches. Et en même temps, il y a le truc de savoir avec qui est-ce qu'elle va finir, le meilleur ami ou le beau brun ténébreux. Bref, un titre que j'ai adoré, qui encore une fois, que vous soyez ou non un lecteur, une lectrice de shoujo, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Il y a un extrait disponible que je vous glisserai dans la barre d'informations pour finir de vous convaincre que cette série vaut très clairement le détour. Je continue avec une suite de séries. Il s'agit du second tome de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji. C'est publié chez les éditions Pika dans leur collection Shoujo Addict. Donc le premier tome, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo lecture récente du mois de juillet, enfin la première vidéo de ce genre que j'ai faite, que vous avez bien aimé d'ailleurs la vidéo, c'est pour ça que j'en refais une un petit peu dans ce genre là aujourd'hui. Et j'avais agréablement aimé le premier tome. Enfin franchement c'est une agréable surprise puisque c'est théoriquement le genre de titre que je ne commencerai pas de moi-même et qui m'a été envoyé de manière un peu sauvage par les éditions Pika. C'est le cas également du titre qui va suivre juste après et qui est également un coup de cœur. Donc j'aime bien les initiatives comme ça qui me font commencer des séries vers lesquelles je me serais pas du tout tournée si on me les avait pas envoyées de force, en gros. Donc il s'agit d'un partenariat, mais je le reprécise, j'ai fait une vidéo Shoujo Addict pour présenter cette collection des éditions à Pika. Donc je vous glisse le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, elle date de mars ou avril de cette année. Quelque chose comme ça. Et dans cette vidéo, je vous dis clairement qu'il y a des titres que j'ai pas aimés. Donc c'est pas parce que c'est un partenariat avec Pika que j'adore tout ce qu'ils m'envoient. Mais là, pour le coup, c'est une bonne surprise. Donc dans ce tome 2, j'ai pas résumé le tome 1. Hein, je vous lis, vous avez le lien de la vidéo si vous voulez un résumé du premier tome. Salifi commence à se rendre compte eh bien, de ses sentiments amoureux pour le roi. Que le pincement au cœur qu'elle ressent quand elle le voit avec une autre femme, ben, c'est juste de la jalousie parce qu'elle est amoureuse de lui. Et en fait le truc c'est que pour pouvoir être reine et dire je suis reine maintenant, basta, on n'en parle plus, puisque eh bien les sénateurs, tout ça, essayent de faire en sorte que non, le roi est une reine qui soit du domaine, enfin qui soit pas une humaine, quoi, qui soit un démon ou une créature de ce genre, elle va devoir passer des épreuves. Des épreuves qui, soit dit en passant, sont complètement disproportionnées par rapport à sa petite force d'humaine, mais elle va pas lâcher l'affaire. C'est une héroïne qui est forte et qui a envie de s'affirmer comme telle. Elle n'a pas envie d'être toujours celle qui est protégée, parce qu'elle se rend compte que oui, elle est toujours celle qui est surprotégée par le roi, et elle se fait une alliée dans ce second tome. C'est un truc que j'ai bien aimé, je vais vous montrer l'alliée en question, qui est censée être une rivale, mais en fait qui s'avère ne pas du tout être une rivale, puisqu'elles n'ont pas du tout le même but. C'est cette princesse-là. Et en fait, voilà, elles sont différentes toutes les deux. Voilà, elle fait partie du monde des reptiles, et puis elle est humaine. Et du coup, elles sont un peu les parias des autres prétendantes. Je vous cherche quand même une illustration du roi version... dans sa version humaine, voilà, que j'aime.
beaucoup. Alors là, c'est la version où en fait il est tout faible, il a plus de pouvoir, il a plus de charisme, tout ça soi-disant, alors qu'il est juste trop canon. Un titre qui encore une fois est sur le domaine de la romance fantastique, qui est franchement pas mal du tout. C'est pas un gros coup de cœur, c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Il y a déjà 9 tomes de parus, le tome 3 est sorti, je l'ai pas encore reçu. Je vais peut-être relancer Pika pour savoir si c'est vrai que je ne l'ai pas reçu. Et le tome 4 sort à la fin de l'année et je continuerai de lire cette série avec beaucoup de plaisir. Je continue avec un autre titre qui m'a été envoyé assez récemment par les éditions Pika. Il s'agit du premier tome de Scarlet Soul de Kira Yukishiro et c'est publié chez les éditions l'Hydre à deux têtes, donc H2T. Et celui-ci, je voulais un peu teaser dans ma précédente vidéo et vous avez été quand même assez nombreux, même sur les réseaux sociaux, à me dire que vous attendiez un avis au sujet de ce premier tome que je vous ai un peu teasé mais que je vous en ai pas trop dit parce que je l'avais pas encore lu. J'ai pris le temps de le lire, c'est un petit global manga du coup, puisqu'encore une fois la mangaka est italienne, même si voilà le nom en question de la mangaka n'indique absolument pas que celle-ci est italienne, mais elle est italienne. C'est bouclé en 3 tomes, j'ai pas vu la date pour la sortie du tome 2, mais bon, j'espère qu'on aura la fin au moins l'année prochaine. C'est un coup de cœur. Franchement, je vais être très honnête avec vous, quand j'ai vu la couverture, elle est très jolie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Quand j'ai vu les premières pages, je vous montre un peu ce que ça donne. C'est très très joli aussi. Mais j'avais peur qu'on soit sur une romance niaise, vue et revue. Alors c'est très clairement inspiré de Yona, princesse de l'Aube. Hein, au niveau du chara-design, tout ça. Et du fait que l'héroïne ait les cheveux rouges et puis un peu les couleurs, tout ça abordé. L'auteur a dit elle-même s'inspirer de pas mal de séries japonaises, dont Yona, princesse de l'Aube. On est dans un monde où il y a eu une guerre en gros humain versus démons. Je vous la fais courte parce que ça s'appelle pas les démons, mais je vais prendre le terme démon, ça va être plus simple. Et en gros, les démons ont été chassés grâce à une famille qui s'appelle la famille Shelano, si je dis pas de bêtises, oui, qui sont des exorcistes. À partir de là, on a 2 descendantes, Lise et Rin. Rin, celle que vous voyez sur la couverture. Lise est devenue exorciste, donc je vais vous montrer Lise à quoi elle ressemble. Parce que quand même, niveau dessin, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est Lise, c'est la grande sœur, c'est celle qui est actuellement exorciste. Prêtresse, exorciste, appelez ça comme vous voulez. Et sa petite sœur Rin, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle veut pas faire comme sa sœur, ça c'est sûr. Mais après, voilà, elle essaye de se trouver une voie sans trop y croire. Elle est accompagnée de je sais plus comment il s'appelle, de Agir, qui est un démon, qui est pas mal du tout, hein, c'est celui que vous voyez sur la 4e de couverture, avec lequel elle s'est liée. Et c'est pour ça qu'en fait elle a des marques sur le corps. Alors je sais pas si je vais vous trouver une illustration, voilà. Par exemple là on voit qu'elle a comme un espèce de tatouage sur le corps. Et en fait c'est la marque que lui a aussi sur le visage. Et en fait qui montre qu'ils sont tous les deux liés. Donc déjà ça c'est mal vu, hein, être lié avec un démon. Alors que les démons sont hyper mal vus dans ce monde. Et bref. Un jour, Lise va être appelée pour intervenir sur le sanctuaire de l'eau, qui a un gros souci, mais je vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise, et elle va disparaître. Et en fait, Rin va être envoyée donc avec son chevalier servant qui est secrètement amoureux d'elle, mais ça peut pas se faire puisque elle est humaine, c'est un démon, et puis en plus elle est de classe un peu royale, et puis lui non, enfin ils sont pas. Bon bref, vous voyez, c'est l'amour impossible, hein, c'est un genre de truc hyper original. Et en fait, eh bien, ils vont se lancer à la rescousse de Lise. Encore une fois, je vous montre quelques illustrations parce que c'est joli. Et découvrir un petit peu l'étendue des pouvoirs de Rin qui vont enfin se révéler en tant qu'exorciste. Alors les trucs d'exorciste, ce genre de titre, c'est pas hyper original. Ça se passe assez vite, on sent que c'est vraiment la série en 3 tomes. Les planches sont bien chargées. Mais le seul petit bémol, vraiment si je devais trouver un tout petit bémol, il y a de l'humour aussi, j'ai oublié de le dire, il y a pas mal d'humour. Oui, je sais, je vous montre pas mal de planches, mais c'est vraiment très joli. Alors le seul souci que j'ai eu, c'est que sur certaines planches, eh bien, au niveau de la police d'écriture, c'est tout petit. Et quand vous êtes comme moi, vous avez des soucis de vue, quand c'est écrit tout petit comme ça, je sais pas si c'est très flagrant par rapport à ce genre de bulle là où c'est écrit normalement, et là c'est écrit tout petit.
Je sais pas comment ça rendra à la caméra, mais n'hésitez pas à le feuilleter en librairie, ou même si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, c'était une très bonne lecture, j'étais agréablement surprise. J'avais peur que ça soit un truc qui soit trop niais, ou que j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu un milliard de fois, même si c'est clairement inspiré de trucs qui existent déjà. C'est vraiment un titre que je vous recommande si vous êtes passé à côté, en plus c'est bouclé en 3 tomes. J'enchaîne avec un Josei des éditions Akata, il s'agit de Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani, et je me suis enchaînée la lecture du premier, du second et du 3e tome. Et c'est une petite pépite, je ne sais pas si je le mettrai dans mon top de fin d'année, mais sincèrement ce titre là c'est une très belle découverte, c'est une nouveauté Akata de 2018 qui est bouclée en 6 tomes. Le 4e tome je crois qu'il sort au mois de janvier, et il y a un extrait disponible en ligne que je vous glisserai bien évidemment dans la barre d'informations, vous l'aurez compris à présent. Ce titre là c'était une évidence à cause des couvertures, je veux dire les couvertures elles sont juste trop belles. Celle-ci un petit peu sur le thème de l'automne. Et la dernière, elles sont vraiment trop belles. Ces couleurs pastel comme ça, c'est vraiment très joli. Au niveau des thèmes abordés derrière, c'est amitié, poésie et souvenirs, mais on est quand même sur une base de fantastique. Donc au niveau de l'histoire, on va s'intéresser donc au jeune lycéen que vous avez ici sur la couverture qui s'appelle Koji, qui avait, quand il était enfant, la faculté de parler et d'entendre tout simplement les objets inanimés et les animaux qui l'entourent. Donc autant vous dire, il pouvait communiquer avec absolument tout et n'importe quoi. C'est un don qu'il a perdu en grandissant, qui a disparu vers ses 7-8 ans, et qui surtout lui a pourri la vie pendant toute son enfance, puisque c'était très mal vu par ses parents, il a très mal vécu, donc il en a de très mauvais souvenirs, et en plus ça lui a vraiment rien apporté de positif. Et en fait il va croiser le petit Daichi, qui est le petit enfant que vous voyez ici sur chacune des couvertures, en fait vous le voyez ici aussi, qui a ce même don que lui. Il parle aux animaux, il parle aux objets inanimés, il parle aux plantes, etc. Koji va pas mal se retrouver en lui. Il va au début juste lui venir en aide parce que le petit se met dans une situation un poil dangereuse pour son âge. Et en fait, eh bien, il va devenir le confident de Daichi, puisque Daichi est un petit peu seul, il n'a pas d'amis, il a du mal justement à aller vers les autres. Et de toute manière, pourquoi aller vers les autres? Puisque déjà, tu as plein d'amis, tu peux parler avec tous, les animaux, les plantes, ta baraque, tout le monde. Pourquoi en plus se casser la tête à se faire des amitiés humaines? Les deux vont se lier d'amitié, pourtant Koji à la base, il supporte pas les gosses, mais celui-ci, justement, ils partagent ce secret ensemble, c'est quelque chose qu'ils vont peu à peu révélé aux gens qui les entourent, mais ça reste quand même un peu genre creepy. Daichi, il a la chance que ses parents vivent extrêmement bien son don, le soutiennent à 200%, c'est génial et tout, mais ce qu'ils vont soutenir encore plus, c'est son amitié avec Koji, se rendre compte qu'il va faire en sorte que ce petit gamin, qui est quand même assez refermé sur lui-même, s'ouvre de plus en plus aux autres, il va même se faire un ami dans le 3e tome, et c'est juste trop mignon. Et en même temps, il y a un gros contraste entre les deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui l'a très mal vécu et qui va retrouver son don d'ailleurs, puisque c'est un truc, Koji va retrouver son don au contact de Daichi. Il va au début se dire oh non c'est pas possible, le cauchemar recommence, et au final il va mieux le vivre en tant qu'adulte puisqu'il a un certain recul, un certain vécu par rapport à ça, une certaine vision des choses que le petit Daichi n'a pas encore. C'est une lecture toute douce, toute mignonne, et en même temps parfois un peu, je dirais, le genre de lecture un peu douce amère, puisque le petit garçon, on se rend bien compte qu'à un certain moment donné, il est seul, il n'arrive pas à aller vers les autres, et ça se passe mal quand il essaie d'aller vers les autres. Et il y a d'autres personnages bien sûr qui vont se greffer autour, qui vont apprendre leur secret, qui va être, donc qui va être bien utile dans certaines situations. Je vous montre un peu ce que ça donne côté dessin. On a, c'est le tome 1, oui. On a des planches couleurs au début des tomes qui sont vraiment très belles. J'ai adoré ce début de série, j'ai hâte d'avoir les tomes suivants. Voilà, ce bouquin en 6 tomes, que demande le peuple. Il y a pas mal d'animaux aussi, si vous aimez bien les mangas où il y a des animaux. Dans celui-ci, il y a pas mal d'animaux. Donc voilà, une très belle découverte de cette année 2018 sur, encore une fois, je le disais, le registre du fantastique, tranche de vie fantastique pour le coup, que je vous recommande, eh bien, si jamais vous ne connaissez toujours pas ce manga. Je continue avec la partie shonen et les tomes 3 et 4 de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu. C'est publié chez Kazemanga dans leur collection shonen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus, et d'ici la fin de l'année on aura le tome 5. Je sais pas si on aura les tomes 5 et 6, mais dessus on aura le tome 5. Je me suis rendu compte que le tome 3 je l'avais pas du tout lu, et j'ai
adoré. Personnellement, je décroche pas du tout de l'histoire. Je sais qu'il y en a qui ont un petit peu moins apprécié. Peut-être que c'est les lecteurs de scan, je ne sais pas trop. Mais personnellement, j'aime toujours autant cette série. Les couvertures sont juste complètement dingues. On a eu le visuel il n'y a pas très longtemps de la couverture du tome 11. Et c'est juste fou, enfin, c'est une série qui finira assurément dans mon top de fin d'année. On apprend plein de choses dans ces deux tomes. Déjà, on apprend un petit peu plus sur le secret, enfin sur le passé de maman, sur le fait que c'est un personnage qui finalement a des failles, pas tant que ça, mais il y a quand même des failles si on cherche un petit peu. On comprend également comment certaines femmes deviennent finalement maman. Et on en apprend un petit peu également sur les autres orphelinats qui se trouvent autour de notre orphelinat principal que l'on suit dans ce manga. Et j'ai adoré, il y a un suspense de fou qui vous tient en haleine, mais surtout la fin du tome 3. Le tome 4 encore ça va, mais alors, la fin du tome 3, j'étais bien contente d'enchaîner avec le tome 4. Et j'ai juste adoré. Franchement, je suis hyper fan de notre trio de personnages principaux. Je vous montre un peu, hein, côté illustration, je vous ai déjà parlé 2 fois de cette série sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo présentation au sujet du premier tome et j'ai parlé du second tome dans ma dernière vidéo de lecture récente, hein, je crois, hein, la même du mois de juillet. Et bref, personnellement, je suis toujours aussi fanat de ce titre. Enfin, ça me prend aux tripes. Vraiment, on va de surprise en surprise. On a ce côté un peu Prison Break, où on a envie qu'il s'en sorte, ça va vite, on s'ennuie pas. Il y a plein de petits indices, de petits trucs dévoilés au fil des tomes. On en comprend un peu plus sur le monde extérieur et tout, mais juste ce qu'il faut pour vous donner envie de lire la suite sans trop vous en dire à chaque fois. Donc moi c'est un coup de cœur, hein, mais ça l'était déjà depuis le tome 1 et c'est une très très belle surprise manga de cette année 2018. Je reste dans les shonen, mais alors là je change complètement de registre puisqu'il s'agit du 5e tome de L'Enfant et le Maudit de Nagabe. C'est publié chez les éditions Komiku et dans ce tome 5 on a enfin une prise de bec entre Shiva et le professeur. C'est-à-dire que pour la première fois dans toute la série, bon on en est qu'au 5e tome certes, elle va lui faire face et lui dire que non, ça va pas, que c'est un menteur qui lui cache la vérité, surtout vu les événements dramatiques à la fin du 4e tome. Et on comprend de plus en plus que Shiva a un rôle vraiment déterminant dans cette histoire. Je vous montre quand même quelques planches. C'est un titre qui est hyper poétique, qui se lit super vite, hein, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, ça se lit assez vite. C'est un univers qui est sombre et en même temps qui est très lumineux via le personnage de Shiva et personnellement j'adore. Je crois que je l'avais mis dans mon top manga en 2016 ou en 2017, je ne sais plus du tout, mais ça c'était une très très bonne surprise et c'est toujours un plaisir de me plonger dans un nouveau tome de la série. On a pratiquement rattrapé la parution japonaise puisque je crois qu'il y a juste le 6e tome qui est paru au Japon, donc on n'a pas la date pour la sortie de ce tome 6, mais ça, si vous êtes passé à côté, je pense que ça peut plaire à plus d'un d'entre vous. Dernier shonen de cette vidéo, il s'agit du second tome de Beyond the Clouds, la fillette tombée du ciel par par les éditions Kiyun dans leur collection Kizuna. Je vous ai présenté encore une fois le premier tome dans ma dernière vidéo du mois de juillet des lectures récentes tout en vrac et ce second tome est aussi beau au niveau de la couverture que le premier. J'espère qu'on verra quelque chose, mais vraiment au niveau des couvertures, cette série c'est de toute beauté. Dans ce second tome, j'ai envie de vous dire, l'aventure commence enfin pour nos héros. C'est vraiment le début d'une épopée, le début d'un voyage. Et j'ai adoré. Franchement, on en apprend très peu finalement sur Mia, voilà, sur les êtres zélés, tout ça. Voilà, c'est le moment du départ. Mais c'est toujours empreint de poésie. C'est un univers, voilà, qui, comme c'est dit un peu sur la 4e de couverture, qui rappelle un petit peu les studios Ghibli. On est vraiment dans un univers qui peut paraître assez enfantin, mais qui est tout de même assez sombre. Donc c'est un titre que je vous recommande assurément cette année. C'est vraiment encore une fois une pépite de cette année 2018 qui vraiment vous mettra des étoiles plein les yeux assurément. Je conclus cette vidéo avec 2 seinen et tout d'abord mon plus gros coup de cœur à ce jour de 2018. Je n'en démords pas. Il s'agit du tome 3 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. C'est publié chez les éditions Pika. Donc là c'est la version collector, vous saviez, qui était vendue avec un petit carnet et c'est une couverture qui comme toujours est réversible. Vous avez la couverture version blanche de l'autre côté, mais personnellement je préfère les versions des couvertures, cette version bleue, la version un peu collector.
Est-ce que ça peut faire le focus? Oui, merci. Donc dans ce tome 3, il se passe pas énormément de choses, je trouve. Se rendre compte un peu de son véritable but à ce monsieur qui n'est pas si gentil que ça. Il se présenté comme un gentil, mais tu sens qu'il cache des trucs assez sombres. Et notre héroïne est toujours en pleine galère dans son apprentissage d'apprenti sorcier, d'apprentie sorcière. Et sincèrement, ce titre, franchement, que ce soit au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, je veux dire, c'est juste magnifique. C'est magnifique, c'est hyper prenant, mais encore une fois, ça se lit beaucoup trop vite. Je ne crois pas qu'il y ait la date pour la sortie du tome 4. C'est une série qui est toujours en cours au Japon, avec bien 4 tomes justement de parus, dans le registre du fantastique et de l'aventure. Ça, c'est un des méchants. La confrérie du capuchon, c'est un des méchants. Voilà. Donc, un tome dans lequel il se passe pas énormément de choses. J'ai envie de vous dire, je n'ai pas trop envie de vous spoiler non plus. Mais on va avoir notamment l'histoire de ce personnage-là, qui ne peut pas devenir... enfin, va peut-être devenir sorcier, mais qui a des difficultés pour le faire et s'expliquer pourquoi. Donc ça, je sais que j'en parle très très vite, mais c'est un gros coup de cœur, ça le restera. Et ça sera, je pense, en top 1 dans mon top de fin d'année. Et je conclus avec le premier tome de Grateful Dead de Masato Issa. C'est publié chez les éditions Casterman. Donc c'est un seinen bouclé en 2 tomes. Le second tome sortira, si tout se passe bien, au mois de janvier. Il devait sortir en octobre ou novembre. Il a été repoussé au mois de janvier, ce qui était un petit peu plus logique. Ce premier tome est paru au mois d'août. Je ne vous l'ai pas présenté à ce moment-là puisque j'étais en pleine pause de vidéo, étant donné que j'étais en plein déménagement puis emménagement. Et Masato Issa, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne puisque c'est le mangaka auquel on doit les séries Jabberwocky et surtout Area 51 qui est pour moi un immense coup de cœur, un de mes mangas chouchou pour au moins encore très très longtemps. Et Grateful Dead, c'est un manga qui va nous parler de zombies, de vampires, de plein de créatures. Après, il faut savoir que c'est la première série, je crois, de l'auteur. Du moins, il l'a faite avant Area 51, ça c'est sûr. Et on sent que c'est les débuts de l'auteur, qu'il est un peu hésitant, entre guillemets, au niveau de son univers graphique. C'est pas encore tout à fait ce que vous allez avoir dans Area 51. Donc du coup, c'est pas un titre avec lequel je vais vous conseiller de découvrir Masato Issa. Si vous ne connaissez pas le travail de ce mangaka, je vous conseille à 2000% de vous pencher sur Area 51 qui est à présent terminé, ou sur Jabberwocky, mais j'ai pas fini de lire Jabberwocky, donc je peux pas vous donner un avis global sur la série. Ce titre-là se passe à la fin du règne des Qing. Gros doute, puisque ça se passe en Chine, donc à Shanghai. Et en fait, on va suivre cette jeune fille qui travaille dans un bordel. Alors, pourquoi elle travaille dans un bordel? Puisqu'en fait, elle va avoir du coup des relations avec des hommes, enfin, d'où le principe de prostituée. Et en fait, grâce à ça, grâce au sperme des hommes, on va le dire très simplement, elle va récupérer une certaine énergie qui va lui permettre de se transformer pour certains combats. Là, on voit qu'elle se transforme, qu'elle passe de la petite fille qui a peur, qui est toute fragile et tout, à la fille qui n'a pas peur du tout et qui sait se battre comme pas possible et qui va affronter toutes sortes de créatures, comme je l'ai dit, des vampires, des espèces de zombies, des espèces de cafards à un moment donné, enfin, bon, bref, plein de choses. Et voilà, il y a pas mal de créatures. Si vous aimez bien tout ce qui est folklore japonais, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Mais c'est pour moi un titre qui n'est pas aussi, du moins pour son premier tome, on sent que c'est les débuts du mangaka et qu'il n'est pas aussi abouti que ce qu'on a dans ses autres séries. Donc ça, c'était franchement pas mal du tout. On est sur le registre de l'action fantastique, un tout petit peu de l'horreur, mais ça fait pas non plus très peur. Je sais pas s'il y a un extrait disponible en ligne, je chercherai, et s'il y en a un, je vous le glisserai bien évidemment. Enfin, une belle page couleur tout de même. Donc ça, c'est plutôt un titre que je vais recommander si vous connaissez déjà le travail de Masato Issa et que vous avez envie de compléter votre mangatech avec ces titres. Après, ça peut être sympa si vous cherchez un petit titre bouclé en 2 tomes avec des zombies, des vampires et compagnie, ça peut être pas mal du tout. Mais si c'est vraiment parce que vous avez envie de découvrir ce mangaka, Area 51, c'est franchement top. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si parmi tous les titres que je vous ai présentés, certains titres vous donnent envie ou peut-être pas du tout. Et dites-moi également ce que vous avez lu dernièrement. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.